Alors, l'impôt est-il un vol? La question peut paraître choquante, c'est vrai, mais ce n'est pas juste une provocation. C'est en fait le point de départ de toute une critique éthique de la fiscalité, une critique portée par le juriste et économiste Serge Schweitzer. Pour une fois, mettons de côté la question de l'efficacité de l'impôt et posons-nous la question de fond. Est-ce que, sur le plan moral, c'est juste? Tout part de cette phrase, cette petite phrase choc de Proudhon. L'impôt, c'est le vol. Pour Serge Schweitzer, ce n'est pas juste un bon mot, un slogan. Non, c'est carrément le fondement d'une analyse qui va secouer notre vision de la fiscalité. Et c'est ça la question centrale que Schweitzer nous met sous le nez. Avant même de parler des taux d'imposition, de savoir si les services publics fonctionnent bien, il nous demande de faire un pas en arrière. La toute première question, la plus importante, c'est le principe même de prélever un impôt. Est-ce que c'est moralement défendable? Pour décortiquer cette idée, Schweitzer commence par la base, par le commencement, le langage. Il est convaincu que les mots qu'on utilise tous les jours pour parler de l'impôt, ils cachent ce qu'il est vraiment. Vous voyez, Schweitzer ne va pas parler de contribution ou de prélèvement. Non, il choisit un mot beaucoup plus percutant. Spoliation. Et pour lui, les mots ont un sens. Spoliation, dont les synonymes sont quand même extorsion, fraude, vol, ça décrit la réalité de l'acte bien mieux que le jargon administratif, non? Et là, on touche au cœur de sa logique, mise à nu. C'est tout simple en fait. L'acte est rigoureusement le même. On prend une partie du bien de quelqu'un par la force. L'unique chose qui change, c'est qui le fait. Alors comment un acte qui est un crime pour un citoyen ordinaire devient un devoir civique quand c'est l'État qui s'en charge? Bon, évidemment, il y a des justifications à l'impôt. La plus courante, celle qu'on entend tout le temps, c'est qu'il faut bien financer les biens publics. Voyons un peu ce que Schweitzer pense de cet argument. L'argument classique est simple, on le connaît tous. Sans impôts, pas de police, pas de justice, pas d'armée, pas de route. Bref, l'idée c'est que certains services sont tellement essentiels que seul l'État peut s'en occuper. Sauf que Schweitzer, lui, il conteste violemment cette idée. Il nous rappelle que des alternatives privées, basées sur le volontariat, ont toujours existé et existent encore. L'arbitrage, c'est une forme de justice privée. Les agences de sécurité privée, on en voit partout. Pour lui, le monopole de l'État sur tout ça n'est absolument pas une fatalité. Allez, on attaque le deuxième grand pilier que Schweitzer veut faire tomber, cette fameuse idée un peu floue de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est un peu le mot magique. C'est en son nom que l'État peut faire des choses qui seraient interdites à n'importe qui d'autre. Exproprier quelqu'un de sa maison pour construire une autoroute, par exemple. C'est un pouvoir absolument immense, justifié par un concept finalement très abstrait. Mais qu'est-ce que c'est au juste l'intérêt général? Pour Schweitzer, c'est un concept terriblement élastique et même dangereux. Il prend un exemple historique. Un jour, l'État peut décréter que défendre une colonie, c'est l'intérêt général et envoyer des jeunes mourir là-bas. Et puis, le lendemain, il décrète l'indépendance de cette même colonie. L'intérêt général a changé, mais les vies perdues, elles, ne reviennent pas. Et tout ça, ça nous amène au vrai cœur du problème éthique pour Schweitzer. L'impôt, ce n'est pas juste un outil économique. Non, ça impose une vision bien particulière de ce qu'est la justice. Il y a deux grandes visions qui s'opposent. D'un côté, la justice du mérite, qu'on pourrait résumer par « à chacun selon ses efforts », et de l'autre, la justice redistributive, « à chacun selon ses besoins ». Schweitzer estime que l'impôt progressif, par définition, abandonne la première pour imposer la seconde par la contrainte. Selon lui, cette redistribution fiscale n'est pas tant une affaire de compassion que de pur calcul politique. Ce serait en fait un moyen d'acheter des votes en promettant de distribuer l'argent pris aux uns pour le donner aux autres. Et ça crée ce qu'il appelle une clientèle électorale, des groupes dépendants de l'État. Et là, il fait une distinction morale qui est vraiment fondamentale dans son raisonnement. D'un côté, il y a la solidarité, mais une solidarité forcée, imposée par l'impôt. De l'autre, la charité, la vraie, celle qui est un acte volontaire, un geste personnel. Pour lui, seule la deuxième a une réelle valeur morale. Cette logique va pousser Schweitzer jusqu'à son analogie la plus, disons, provocatrice, et la plus mémorable sans doute. Pour décrire l'ampleur de ce qu'il appelle la spoliation fiscale, il utilise une image vraiment choc. Il dit que l'État opère cette spoliation à une échelle si colossale qu'aucune mafia n'oserait l'imaginer. Rien que ça. Regardons cette analogie de plus près. C'est assez troublant. L'État et la mafia, selon lui, proposent tous deux un service de protection. Tous les deux exigent un paiement obligatoire, l'impôt d'un côté, la dîme ou le piso de l'autre. Si on ne paie pas, dans les deux cas, il y a des conséquences très graves. Et, ultime provocation, Schweitzer suggère que le service de protection mafieux est parfois perçu comme plus efficace. Mais l'analogie ne s'arrête même pas là. Il va encore plus loin.
Il affirme que le monopole de la violence, ce qu'on appelle la violence légitime, permet à l'État de faire des choses qu'aucune mafia n'oserait rêver de faire. Les guerres, la conscription, forcer des millions de gens à tuer et à se faire tuer au nom d'une nation. Finalement, toute l'analyse de Schweitzer nous ramène inlassablement à cette question éthique fondamentale. Si prendre le bien de son voisin par la force est un crime, un vol, pourquoi cet acte deviendrait-il juste et légitime simplement parce que c'est l'État qui le commet ? C'est sur ce défi, lancé à notre propre conception de la morale, que sa critique nous laisse méditer.